Sloane Whittaker avait appris à se rendre invisible. C'était une compétence qu'elle avait perfectionnée au cours des 3 derniers mois au lycée Lincoln, depuis que sa mère avait accepté le poste d'enseignante qui les avait arrachés à Seattle pour les amener dans cette banlieue tentaculaire près de Denver. Elle gardait la tête baissée dans les couloirs bondés, les épaules légèrement voûtées pour minimiser sa silhouette déjà menue, ses cheveux blonds foncés tombant comme un rideau entre elle et le reste du monde. La plupart des élèves de Lincoln se déplaçaient en groupe dans les couloirs, leur rire résonnant sur les casiers beiges d'industriels qui tapissaient chaque mur. Mais Sloane errait seul, un fantôme parmi les vivants. Le lycée lui-même était immense, un vaste complexe de bâtiments communicants qui abritait plus de 2000 élèves. Le bâtiment principal comportait un atrium central avec des puits de lumière qui laissaient entrer le pâle soleil du Colorado, entouré de couloirs qui partaient en étoiles. La cantine occupait toute l'aile est du rez-de-chaussée, un espace caverneux avec des tables industrielles boulonnées au sol et des fenêtres donnant sur le terrain de football américain où les Lions de Lincoln s'entraînaient chaque après-midi. Le gymnase se trouvait dans le bâtiment nord, relié par une passerelle vitrée que les élèves appelaient le pont. Il y avait une bibliothèque au premier étage, calme et moquetée, avec des boxes d'études où Sloane se cachait parfois pendant le déjeuner. Le centre des arts du spectacle se détachait du côté sud, tout en architecture moderne et en dalles acoustiques. À l'extérieur, il y avait des cours de tennis, une piste d'athlétisme entourant le terrain de football américain et un parking pour les élèves qui semblait s'étendre sur des kilomètres, rempli de pick-up, de berlines d'occasion et de quelques véhicules de luxe qui annonçaient le statut de leur propriétaire avant même qu'ils n'en sortent. Sloane était arrivé à Lincoln fin août avec le modeste espoir d'un nouveau départ. Son ancien lycée à Seattle n'avait pas été parfait, mais elle y avait des amis, des gens qui la connaissaient, une routine confortable. Ici, elle n'était personne, et elle avait décidé que personne était exactement ce qu'elle voulait être. Elle portait des vêtements qui n'attiraient pas l'attention. Un jean usé, des t-shirts unis, une veste en flanelle trop grande qui avait appartenu à son père. Elle ne levait jamais la main en classe, même quand elle connaissait la réponse. Elle déjeunait chaque jour dans un endroit différent, alternant entre la bibliothèque, une salle de classe vide où sa mère enseignait pendant la 5e heure, et parfois un coin reculé de la cantine où les élèves de l'atelier théâtre se rassemblaient et ignoraient les étrangers. Son père était mort 2 ans auparavant. Un cancer, soudain et impitoyable, l'emportant du diagnostic à la mort en 6 mois. Il avait été marine, puis professeur d'arts martiaux, dirigeant une petite salle dans leur quartier de Seattle où il enseignait le jiu-jitsu brésilien à tous ceux qui voulaient apprendre. Sloane avait commencé à s'entraîner à 6 ans, au début juste pour passer du temps avec son père, mais elle en était tombée amoureuse. La précision technique, la stratégie quasi échiquéenne, la façon dont la taille et la force importaient moins que le timing et l'effet de levier. À 14 ans, elle avait obtenu sa ceinture bleue. À 15 ans, sa ceinture violette. Son père l'avait poussée durement mais justement, de la même manière qu'il poussait tous ses élèves, et elle s'était épanouie sous sa tutelle. Mais dans ces dernières semaines, quand le cancer lui avait volé ses forces et l'avait laissé les yeux creux sur un lit d'hôpital, il lui avait fait promettre quelque chose. Ses mains étaient froides quand il avait saisi les siennes, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu es doué, Sloane. Plus doué que la plupart des gens ne le seront jamais. Mais j'ai vu ce qui arrive quand les gens avec notre entraînement oublient pourquoi nous l'apprenons. Ce n'est pas pour l'agression. Ce n'est pas pour la domination. Promets-moi que tu ne t'en serviras jamais, sauf en cas d'absolue nécessité. Promets-moi que tu ne deviendras pas quelqu'un qui cherche la bagarre. » Elle avait promis à travers ses larmes, ne comprenant pas alors ce qu'il voulait dire. Mais au cours des 2 années qui avaient suivi, elle avait appris. Elle avait vu comment certains des anciens élèves de son père avaient laissé leurs compétences les rendre arrogants,
provoquant des bagarres dans des bars, se faisant arrêter, jetant leur discipline pour une gratification d'ego momentanée. Son père avait été hanté par son propre passé violent, des incidents de son service militaire dont il n'avait jamais vraiment parlé, des bagarres de bar dans sa vingtaine, avant qu'il ne trouve les arts martiaux comme un moyen de canaliser sa rage. Il avait passé le reste de sa vie à essayer d'être meilleur, enseignant le contrôle et la retenue en même temps que la technique. Son dernier souhait avait été que Sloane apprenne de ses erreurs plutôt que de les répéter. Alors, quand elle avait déménagé au lycée Lincoln, elle avait pris une décision. Personne n'avait besoin de connaître son entraînement. Elle avait laissé son kimono et sa ceinture au fond d'un carton dans son placard. Elle avait arrêté d'assister aux séances d'entraînement libre à la salle locale. Elle avait laissé ses callosités s'estomper et ses routines se perdre. Au début, cela ressemblait à une trahison, abandonner quelque chose que son père lui avait donné, mais elle se disait qu'elle honorait sa dernière volonté. Elle serait normale, elle ne serait personne, elle trouverait un moyen d'avancer qui n'impliquerait pas la violence. Les premières semaines passèrent tranquillement. Les professeurs apprirent son nom, mais pas son histoire. Les élèves la remarquaient à peine. Elle faisait ses devoirs, obtenait des notes correctes et décomptait les heures jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère, où elle pouvait se perdre dans les livres ou les vieux films et prétendre que la solitude était synonyme de paix. Les ennuis commencèrent un lundi matin de mi-septembre. Sloane était à Lincoln depuis environ 3 semaines, assez longtemps pour comprendre la hiérarchie sociale du lycée, mais pas assez pour y avoir trouvé sa place. Les couloirs avant le premier cours étaient toujours chaotiques, les élèves se criant des choses d'un bout à l'autre du couloir, les portes de casier claquant, le son lourd des basses d'une enceinte portable. Sloane naviguait à travers tout ça avec une efficacité bien rodée, son sac à dos solidement attaché sur ses 2 épaules, les yeux fixés sur le linoléum. Elle ne le vit pas avant de lui rentrer dedans. Un instant, le chemin devant elle était libre. L'instant d'après, elle percuta ce qui lui sembla être un mur de briques. Son sac à dos bascula, des livres se répandirent sur le sol, et elle trébucha en arrière, se rattrapant de justesse à un casier. « Regarde où tu vas !» dit le mur de briques. Elle leva les yeux. Il était grand, probablement 1,88 m, avec le genre de carrure développée par des heures passées à la salle de musculation. Ses cheveux étaient sombres et coiffés avec trop de gel, et il portait un maillot de football américain des Lions de Lincoln avec le numéro 12. Son visage avait le genre de beauté symétrique qui devait lui ouvrir beaucoup de portes. Mais ses yeux étaient froids alors qu'il la regardait de haut, son expression oscillant entre l'agacement et le mépris. « Désolé », marmonna Sloane, s'agenouillant pour ramasser ses livres éparpillés. Son exemplaire de Gatsby le Magnifique avait glissé à mi-chemin dans le couloir. Son cahier de biologie avait atterri face contre terre, ses pages cornées. Le mur de briques, elle apprendrait plus tard qu'il s'appelait Bridger Hawthorne, ne bougea pas. Il se tenait là, lui barrant délibérément le chemin alors qu'elle essayait de rassembler ses affaires. Quand elle tendit la main vers son livre d'anglais, il le repoussa nonchalamment du pied, pas assez fort pour que ce soit une agression évidente, mais assez pour faire passer son message. « Tu devrais faire plus attention », dit-il, et ses amis rirent. Ils étaient 3, regroupés à proximité, tous portant des maillots de football américain similaires, tous observant avec le même amusement prédateur. Le visage de Sloane brûlait. Elle sentait des dizaines d'yeux sur elle, d'autres élèves ralentissant pour regarder le spectacle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle avançait à 4 pattes pour récupérer son livre. Et cette fois, Bridger la laissa le prendre. Elle fourra tout dans son sac à dos sans se soucier de l'ordre, la gorge serrée, les yeux piquants. Elle se releva sans croiser leurs regards et s'éloigna aussi vite que possible sans courir, leur rire la suivant dans le couloir. Ça n'aurait dû être rien, un incident mineur, vite oublié. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est devenu quelque chose. Au cours des jours suivants, elle remarqua Bridger et ses amis partout.
Ils s'asseyaient à 3 tables d'elle à la cantine, et elle sentait leurs yeux sur elle. Ils apparaissaient près de son casier entre les cours, s'appuyant contre le mur voisin, faisant des commentaires juste assez forts pour qu'elle les entende. « Voilà le zombie des couloirs », disait l'un d'eux. Je parie qu'elle n'est jamais allée à une soirée de sa vie. Elle ne sait probablement même pas ce que c'est de s'amuser. Elle essaya de les ignorer, mais l'ignorance ne semblait que les intéresser davantage. À la fin de septembre, le harcèlement s'était installé dans une routine. Chaque matin, Bridger, ou l'un de ses amis, Tate Garrison et Kyle Hendricks, elle avait appris leur nom en surprenant des conversations, l'attendait quelque part sur son chemin vers le premier cours. Parfois, il se contentait de la fixer. Parfois, il faisait des commentaires sur ses vêtements, ses cheveux, sa démarche. « Tu t'es habillé dans le noir. On dirait que ta veste a survécu à un incendie. Pourquoi tu marches comme si tu essayais de ne pas être vue ?» Elle gardait la tête baissée et continuait d'avancer, mais chaque commentaire atterrissait comme une pierre dans son estomac. Les coups d'épaule commencèrent début octobre. Elle marchait dans le couloir et soudain, Bridger était là, la heurtant de l'épaule assez fort pour la faire tournoyer. « Oups, je ne t'avais pas vu », disait-il avec une sincérité feinte. Ses amis imitaient son comportement, créant un parcours du combattant qu'elle devait naviguer entre les cours. Tate était le pire. Il la bousculait puis faisait semblant d'être offensé, comme si c'était elle qui avait initié le contact. « Fais gaffe, la tarée !» grondait-il, et les élèves se dispersaient pour éviter d'être associés à elle. Les professeurs voyaient ce qui se passait. Elle savait qu'ils voyaient. Madame Patterson avait vu Bridger faire tomber ses livres de ses mains devant la salle d'anglais. Monsieur Chen se tenait juste là quand Kyle lui avait accidentellement marché sur le pied assez fort pour la faire sursauter. Mais ils détournèrent le regard, faisaient semblant de ne pas remarquer, et continuaient leur chemin. Peut-être pensait-il que les adolescents devaient régler ça entre eux. Peut-être était-il trop fatigué pour intervenir. Peut-être qu'il ne se souciait tout simplement pas de la fille silencieuse qui ne causait jamais de problème. Mi-octobre, Sloane avait développé des stratégies élaborées pour éviter ces tortionnaires. Elle mémorisait leurs emplois du temps, apprenant quels couloirs ils fréquentaient et lesquels étaient sûrs. Elle commença à arriver au lycée 15 minutes plus tôt pour aller à son casier et à son premier cours avant que la foule n'arrive. Elle déjeunait désormais dans la salle de classe de sa mère, ne voulant pas risquer la cantine. Les rares fois où elle ne pouvait pas éviter le groupe de Bridger, elle se faisait encore plus petite, se pressant contre les casiers, gardant les yeux baissés, rayonnant la soumission dans l'espoir qu'ils perdent tout intérêt. Ils ne perdirent pas intérêt. Au contraire, sa peur évidente semblait les encourager. Le week-end entre la 3e et la 4e semaine d'octobre, Sloane était allongée dans son lit et fixait le plafond, essayant de comprendre ce qu'elle avait fait pour mériter cela. Elle n'avait été rien d'autre qu'invisible. Elle avait évité tout le monde, n'avait dérangé personne, ne leur avait donné aucune raison de la prendre pour cible. Mais peut-être que c'était la raison. Elle était une cible facile, quelqu'un qui ne se défendrait pas, dont la souffrance pouvait être transformée en divertissement sans conséquence. Elle pensa à la salle de sport de son père, au sac de frappe suspendu à des chaînes, à l'odeur de sueur et de toile. Elle pensa à la façon dont son corps bougeait, efficace et contrôlé, quand elle répétait des techniques. Elle pensa à la confiance qui venait du fait de savoir qu'elle pouvait se défendre. Tout cela semblait incroyablement lointain maintenant, enfoui sous sa promesse, sa peur et son besoin désespéré d'être normale. Le lundi matin, elle remarqua quelque chose de différent. Quand elle sortit ses affaires de sport de son casier pour le cours d'EPS de 4e heure, elles étaient trempées. Quelqu'un avait versé de l'eau, ou quelque chose de pire, surtout. Ses baskets étaient fichues, les semelles intérieures détrempées et commençaient à sentir. Son t-shirt et son short collaient l'un à l'autre en une masse froide et humide. Elle resta là à les tenir,
l'eau dégoulinant sur le sol, et réalisa qu'elle était sur le point de pleurer au milieu du couloir où tout le monde pouvait la voir. Elle ne pleura pas. Elle fourra les vêtements abîmés dans son casier, alla au secrétariat et leur dit qu'elle se sentait malade. Ils appelèrent sa mère, qui ne pouvait pas quitter son travail, mais donna la permission à Sloane de rentrer seule. Elle parcourut les 2,5 kilomètres jusqu'à leur appartement dans le vent froid d'octobre, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, la mâchoire si serrée qu'elle en avait mal. Ce soir-là, sa mère lui demanda ce qui n'allait pas. Sloane dit que tout allait bien. Sa mère la regarda avec des yeux inquiets, mais n'insista pas. Elles dînèrent en silence, puis Sloane alla dans sa chambre et sortit le carton du fond de son placard. Son kimono était toujours là, blanc et usé par des années d'entraînement, sa ceinture noire enroulée dessus. Elle la tint dans ses mains, passant ses doigts sur les bords effilochés où le tissu avait commencé à se défaire à cause d'un usage intensif. Un instant, elle se permit de se souvenir de ce que c'était que d'être forte. Puis elle le rangea et alla se coucher. L'incident de la cantine se produisit la semaine suivante pendant le déjeuner. Sloane avait recommencé à manger à la cantine parce que sa mère avait remarqué qu'elle venait dans sa salle de classe tous les jours et lui posait des questions auxquelles Sloane ne voulait pas répondre. Elle avait choisi une table dans le coin le plus éloigné, près des fenêtres, où les élèves de l'atelier théâtre se rassemblaient habituellement. Ils l'ignoraient, absorbés par leur propre conversation dramatique, et elle leur était reconnaissante de leur indifférence. Elle venait de s'asseoir avec son déjeuner, un sandwich qu'elle avait apporté de la maison, une pomme, une bouteille d'eau, quand elle sentit la sensation familière d'être observée dans son dos. Elle ne se retourna pas, elle déballa son sandwich avec des mouvements prudents, son rythme cardiaque s'accélérant déjà, sa vision périphérique suivant les mouvements derrière elle. La voix de Bridger traversa la cantine. « Hé, Whittaker, tu vas manger tout ça toute seule ?» Elle ne répondit pas. Elle mordit dans son sandwich, même si sa gorge s'était nouée et qu'avaler était difficile. Autour d'elle, les élèves de théâtre s'étaient tus, observant. « Je te parle. » Plus proche maintenant. Elle sentait son eau de Cologne, quelque chose de cher et d'envahissant. C'est impoli d'ignorer les gens. « Laisse-moi tranquille, » dit-elle doucement, sans lever les yeux. « Qu'est-ce que t'as dit ?»« Je t'entends pas. » Il était juste derrière elle maintenant. Ses amis étaient à proximité, leurs silhouettes sombres dans sa vision périphérique. La cantine était devenue plus silencieuse, les conversations s'éteignant alors que les gens sentaient que quelque chose se passait. C'était différent du harcèlement dans les couloirs, c'était public, performatif, destiné à être vu. J'ai dit « Laisse-moi tranquille ». Plus fort cette fois, mais sa voix tremblait. Elle détestait qu'elle tremble. « Tu sais c'est quoi ton problème ?» Bridger se pencha, sa bouche près de son oreille. « Tu te crois meilleur que tout le monde. Tu te balades avec cette attitude, comme si on était tous en dessous de toi. Quelqu'un doit te donner une leçon. » Elle aurait dû le voir venir. Peut-être que, d'une certaine manière, elle l'avait vu. Mais quand il donna un coup de pied dans le pied de sa chaise, elle n'était toujours pas préparée. La chaise bascula sur le côté, trop vite pour qu'elle puisse retrouver son équilibre. Elle tomba, son sandwich s'envolant de ses mains, sa bouteille d'eau rebondissant sur le sol. Elle atterrit lourdement sur l'épaule et la hanche, la douleur fulgurant dans les deux, et pendant un instant, tout ce qu'elle put faire fut de rester allongée sur le linoléum froid pendant que la cantine éclatait de rire. « Oups !» dit Bridger au-dessus d'elle. « Faudrait que tu travailles ton équilibre, on dirait. » Sloane se releva lentement, le visage brûlant d'une humiliation si intense qu'elle était physique. Son sandwich était par terre, écrasé par la chaussure de quelqu'un. Sa pomme avait roulé sous une autre table. La bouteille d'eau s'était renversée, créant une flaque qui imbibait son jean. Autour d'elle, les élèves riaient, la montraient du doigt, sortaient leur téléphone. Elle entendait le son artificiel des obturateurs d'appareils photo, savait que dans quelques secondes, ce moment serait sur les réseaux sociaux, permanent et inéluctable.
Elle se releva prudemment, les jambes tremblantes, et se pencha pour ramasser ce qu'elle pouvait sauver. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine saisir quoi que ce soit. Personne n'aidait. Les élèves de théâtre s'étaient détournés, soudainement fascinés par leur propre déjeuner. D'autres élèves regardaient avec les expressions vides de ceux qui étaient contents que ça ne leur arrive pas à eux. Elle voyait des surveillants à l'autre bout de la salle, mais soit ils ne voyaient rien, soit ils faisaient semblant. Bridger et ses amis s'éloignèrent en riant, leur voix portant à travers la cantine. « T'as vu sa tête? Je parie qu'elle va pleurer. » Elle pleure probablement déjà. Leur rire semblait résonner sur chaque surface, rebondissant sur le carrelage industriel et le haut plafond avec ses conduits apparents. Sloane resta là, au milieu de la cantine, tenant les restes de son déjeuner, l'eau s'infiltrant dans ses chaussures, et sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était une sorte de compréhension résignée que le fait d'être invisible ne l'avait pas protégée. Être petite, silencieuse et non menaçante ne l'avait pas gardée en sécurité. Au contraire, cela lui avait mis une cible dans le dos. Il n'y avait aucun niveau de soumission qui satisferait des gens comme Bridger Hawthorne. Il ne voulait pas qu'elle disparaisse. Il voulait qu'elle souffre, publiquement et à plusieurs reprises, parce que sa souffrance les divertissait. Elle jeta son déjeuner abîmé et sortit de la cantine. Elle alla aux toilettes, s'enferma dans une cabine et s'assit sur le couvercle des toilettes fermées jusqu'à ce que la cloche sonne pour la 5e heure. Quand elle sortit enfin, ses yeux étaient secs mais cerclés de rouge, et elle pouvait voir dans le miroir que tout le monde saurait qu'elle avait pleuré. Elle s'aspergea le visage d'eau froide jusqu'à ce que le pire s'estompe, puis alla en cours en retard avec un billet de l'infirmerie. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Entre chaque cours, des élèves à qui elle n'avait jamais parlé ricanaient en la voyant passer. Quelqu'un avait partagé une vidéo d'elle en train de tomber et elle faisait le tour. Elle entendit des bribes de conversation. « T'as vu cette vidéo de la fille bizarre ?» Bridger l'a complètement démolie. Elle est restée là comme un poisson mort. À la fin de la journée, elle se sentait vidée de l'intérieur, comme si l'humiliation avait tout aspiré de vital en elle pour ne laisser qu'une coquille. Ce soir-là, elle était assise dans l'appartement qu'elle partageait avec sa mère et fixait le mur. Sa mère était à une réunion de professeurs, elle ne rentrerait pas avant des heures. Le silence pesait sur les oreilles de Sloane. Elle pensa à demain, au fait de devoir affronter une autre journée comme celle-ci, et ne pouvait pas imaginer comment elle y arriverait. La vidéo était là, maintenant. Tout le monde l'avait vue au plus faible. Même les élèves, qui ne l'avaient jamais remarquée auparavant, la reconnaîtraient comme la fille qui s'était fait renverser de sa chaise, la fille qui était tombée sans se défendre, la fille si pathétique qu'elle en était drôle. Elle alla dans sa chambre et ouvrit son ordinateur portable, consultant des réseaux sociaux qu'elle utilisait rarement. La vidéo avait été partagée sur plusieurs plateformes. Il y avait des commentaires en dessous, la plupart moqueurs. MDR, elle est tombée comme un personnage de dessin animé. Voilà ce qui arrive quand on est une tarée. Bridger Hawthorne est mon héros. Quelques commentaires suggéraient que les gens avaient pitié d'elle, mais ils étaient noyés sous la cruauté. Sloane ferma l'ordinateur portable. Elle regarda le carton dans son placard, encore légèrement ouvert depuis la semaine dernière où elle avait regardé son kimono. Elle pensa à son père, à sa dernière volonté, à la promesse qu'elle avait faite. Puis elle pensa au fait de devoir entrer au lycée Lincoln demain et d'affronter une autre journée comme celle-ci, une autre semaine, un autre mois, peut-être le reste de l'année. Elle n'avait pas de réponse. Elle se coucha tôt et ne dormit pas. Au lieu de ça, elle fixa le plafond et écouta sa mère rentrer, entendit les bruits familiers de leur petit appartement s'installant dans la nuit, et se demanda s'il existait un chemin qui ne mènerait pas à plus de souffrance. La réponse vint d'une source inattendue. Il s'appelait Callum Reed, et elle ne lui avait jamais parlé auparavant, bien qu'ils aient 3 cours en commun.
Il était assis à 2 rangs d'elle, en histoire européenne, juste derrière elle en chimie et de l'autre côté de la salle en anglais. Elle connaissait son visage mais pas son histoire, l'avait catalogué comme l'un des invisibles comme elle, silencieux, solitaire, apparemment content d'exister en marge. Il la trouva à la bibliothèque le mardi après-midi. Elle s'était installée dans un box d'études, dans le coin le plus éloigné, le dos au mur pour pouvoir voir quiconque approchait. Elle faisait semblant de lire Gatsby le Magnifique pour l'anglais, mais les mots dansaient devant ses yeux sans signification. Quand son ombre tomba sur son bureau, elle se tendit automatiquement, se préparant à une autre confrontation. « Salut », dit-il doucement. « Ça te dérange si je m'assois ?» Elle leva les yeux. Il était grand mais mince, avec des cheveux bruns bouclés qui semblaient en permanence en désordre, et des yeux marrons qui paraissaient sincèrement gentils. Il portait un t-shirt délavé d'un groupe qu'elle ne reconnaissait pas et un jean avec de vrais trous. Pas le genre décoratif qui coûte plus cher. Ses mains étaient dans ses poches, sa posture soigneusement non menaçante. « C'est une bibliothèque publique », dit-elle, ce qui n'était pas tout à fait une invitation, mais pas non plus un rejet. Il s'assit dans le box adjacent, inclinant sa chaise pour pouvoir la voir sans envahir son espace. Pendant un moment, il ne dit rien, resta juste assis avec son sac à dos sur les genoux, et Sloane sentit le poids inconfortable de son attention. « J'ai vu ce qui s'est passé, » dit-il finalement, « hier à la cantine. Je suis désolé, c'était dégueulasse. » Le visage de Sloane s'échauffa. « Tout le monde a vu. » « Ouais. » Il hocha lentement la tête. « Bridger Hawthorne est un vrai connard. C'est comme ça depuis le collège. Je suis désolé que tu sois devenu son divertissement du moment. » « Pourquoi tu me dis ça ?» Elle ne voulait pas paraître hostile, mais les mots sortirent secs. Elle avait appris à ne pas faire confiance à la gentillesse. Parfois, c'était juste une autre forme de moquerie. Callum haussa les épaules. « Parce que personne d'autre ne le fera. Parce que tout le monde a tellement peur de devenir sa prochaine cible qu'ils le regarderont torturer quelqu'un pendant des mois sans dire un mot. Parce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quelque chose quand ça m'arrivait à moi. » Cela attira son attention. « À toi ? L'année dernière. Pas aussi grave que ce qu'il te fait, mais assez grave. C'était parce que je suis en filière artistique au lieu de faire du sport. Il m'a traité de tout un tas de noms d'oiseaux créatifs, a répandu des rumeurs sur moi, a globalement fait de ma vie un enfer pendant environ 3 mois. » La voix de Callum était factuelle, mais il y avait une vieille douleur en dessous. Ça s'est arrêté quand il a trouvé une nouvelle cible. J'étais soulagé, mais je me sentais aussi coupable, tu vois, comme si j'avais été sauvé mais que quelqu'un d'autre devait souffrir à ma place. Sloane le regarda plus attentivement. Il soutint son regard, non pas avec pitié, mais avec compréhension. Quelque chose de serré dans sa poitrine se desserra légèrement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle, « pour que ça s'arrête. » « Rien. C'est le pire. J'ai juste enduré jusqu'à ce qu'il se lasse et passe à autre chose. J'aimerais pouvoir te dire que je lui ai tenu tête et qu'il a reculé, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je me suis fait encore plus petit que je ne l'étais déjà, et finalement, je suis redevenu invisible. » Il fit une pause. « Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie pour toi. Tu as l'air de quelqu'un qui essaie vraiment d'être invisible, mais il ne te laisse pas faire. »« Non, » admit Sloane doucement. « Il ne me laisse pas. » Ils restèrent assis en silence un moment. Autour d'eux, la bibliothèque bourdonnait d'une activité silencieuse, des élèves tapant sur des ordinateurs portables, des pages qui se tournaient, une conversation chuchotée de temps en temps. C'était paisible ici, à l'abri du chaos du reste du lycée. « Je ne sais pas pourquoi je suis venu te voir, » admit Callum. « Je suppose que je voulais juste que tu saches que tout le monde ne pense pas que ce qui t'arrive est normal. La plupart des gens sont des lâches, y compris moi la plupart du temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on pense que tu mérites ça. »« Merci, »
dit Sloane, et elle le pensait. C'était la première véritable gentillesse que quelqu'un lui avait montrée à Lincoln. « Je m'appelle Sloane, au fait. Je sais, on a 3 cours ensemble. » Il sourit légèrement. « Je suis Callum. Et je sais que tu le sais parce que j'ai entendu Madame Patterson m'interroger en histoire une 50aine de fois. » Malgré tout, Sloane sentit sa bouche s'étirer en quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Elle adore vraiment les guerres napoléoniennes. C'est clair. Callum se leva, mettant son sac à dos sur son épaule. « Écoute, je sais que tu veux probablement être seul, mais si jamais tu veux déjeuner avec quelqu'un qui ne va pas renverser ta chaise, je suis généralement dans la salle d'art plastique pendant le déjeuner. C'est techniquement interdit, mais Monsieur Desmond s'en fiche tant qu'on nettoie après nous. »« J'y réfléchirai, » dit Sloane, ce qu'ils savaient tous les deux vouloir dire non. « Compris. » Il commença à s'éloigner, puis s'arrêta et se retourna. Pour ce que ça vaut, la vidéo faisait passer Bridger pour un harceleur, pas toi pour une victime. N'importe qui avec un demi-cerveau peut voir que c'est lui le problème, pas toi. Après son départ, Sloane resta assise dans son box pendant un long moment à réfléchir. Elle ne le croyait pas à propos de la vidéo. Son humiliation avait été trop complète, trop publique. Mais sa gentillesse avait été réelle, et c'était quelque chose. C'était plus qu'elle n'avait eu la veille. La semaine suivante, le harcèlement continua. Bridger et ses amis avaient été enhardis par l'incident de la cantine, leur confiance renforcée par l'absence de conséquences. Ils ne se donnaient plus la peine d'être subtils. Ils lui barraient le chemin dans les couloirs, l'obligeant à se faufiler entre eux pendant qu'il faisait des commentaires obscènes. Ils lui jetaient des choses à la cantine, des serviettes en papier en boule, des emballages de nourriture, une fois une pomme à moitié mangée qui la frappa à l'arrière de la tête. Ils lancèrent une rumeur selon laquelle elle sentait mauvais, et les élèves se mirent à se boucher le nez quand elle passait. Les professeurs continuaient de détourner le regard. Quand elle avait finalement trouvé le courage de signaler un incident à M. Chen, il avait soupiré et dit « Le lycée, c'est dur. Les jeunes peuvent être méchants. Mon conseil, c'est de vous forger une carapace. » Quand elle avait essayé de montrer une vidéo de Bridger, la faisant délibérément trébucher dans le couloir à M. Morrison, le proviseur adjoint, il l'avait regardée avec une expression impassible et avait dit « Je ne vois rien de concluant ici. Ça pourrait être un accident. Essayez de les éviter s'ils vous dérangent. » Le message était clair. Elle était seule. Les adultes qui étaient censés protéger les élèves de ce genre de comportement avaient décidé qu'il était plus facile de détourner le regard. Le père de Bridger était une sorte de donateur important pour le programme sportif, avait-elle entendu dire, et Bridger lui-même était le running back vedette d'une équipe de football américain qui connaissait sa meilleure saison depuis des années. Personne ne voulait faire de vagues pour une fille silencieuse, qui n'avait pas d'importance. Sloane recommença à déjeuner à la bibliothèque, bien qu'elle sût que sa mère désapprouverait si elle l'apprenait. La bibliothèque était sûre, calme, et Madame Kowalski, la bibliothécaire, semblait sincèrement déterminée à en faire une zone sans harcèlement. Quand Tate Garrison avait essayé de suivre Sloane un jour, Madame Kowalski l'avait mis dehors, avec une fermeté qui suggérait qu'elle voyait clair dans toute la situation. Un vendredi après-midi de début novembre, Callum la retrouva à la bibliothèque. Elle l'avait évité depuis leur première conversation, non pas parce qu'elle n'appréciait pas ce qu'il avait fait, mais parce qu'elle avait appris que s'associer à elle faisait aussi des gens des cibles. Elle ne voulait entraîner personne d'autre dans son cauchemar. « Tu m'as évité, » dit-il en s'asseyant sans demander cette fois. « Je vais choisir de croire que ce n'est pas parce que tu me détestes. »« Je ne te déteste pas. » Sloane ferma son livre. Elle le lisait pour de vrai cette fois, reconnaissante de l'évasion dans un autre monde. « Je ne veux juste pas te causer de problème. » Trop tard. Bridger sait déjà qu'on a parlé. Il m'a dit quelque chose de charmant hier sur le fait de fraterniser avec les tarés. Le ton de Callum était léger, mais sa mâchoire était crispée. Donc,
Puisque je suis déjà dans son collimateur, tu peux aussi bien me laisser déjeuner avec toi. Sauf si tu préfères vraiment la solitude. » Sloane le regarda longuement. Il lui rendit son regard, patient et sincère. Elle réalisa qu'elle était seule, profondément seule, et que son offre de compagnie était quelque chose qu'elle désirait désespérément, même si elle ne devrait pas l'accepter. « D'accord, » dit-elle doucement. « Mais si ça tourne mal, tu devrais prendre tes distances. » « Je suis sérieuse. » Noter et ignorer. Il sortit son propre déjeuner, un sac en papier avec un sandwich et des chips. « Alors, Gatsby, qu'en penses-tu? C'est un héros romantique ou un harceleur psychotique ?» Et c'est ainsi qu'ils devinrent amis. Cela se produisit si naturellement que Sloane remarqua à peine la transition. Ils commencèrent à déjeuner ensemble à la bibliothèque la plupart des jours. Callum était facile à vivre, drôle d'une manière pince sans rire qui la prenait au dépourvu et la faisait rire alors qu'elle pensait avoir oublié comment faire. Il était sincèrement passionné par l'art, la peinture en particulier, bien qu'il travaillât aussi avec d'autres médiums. Il lui montra des photos de ses œuvres sur son téléphone, des pièces abstraites pleines de couleurs et de mouvements qu'elle ne comprenait pas entièrement mais qu'elle pouvait apprécier pour leur émotion brute. « Je n'essaie pas de faire quelque chose de joli, » expliqua-t-il un jour. « J'essaie de faire quelque chose qui semble vrai. Par exemple, cette pièce. » Il lui montra une toile couverte d'angles vifs et de rouge sombre. « C'était après le départ de mon père. J'étais en colère, tu vois. Donc, c'est la colère. Pas à quoi ressemble la colère, mais ce qu'on ressent quand on est en colère. » « C'est intense, » dit Sloane en étudiant l'image, « dans le bon sens. Ça me fait ressentir quelque chose, même si je ne sais pas ce que c'est. C'est tout ce que je peux demander. » Il rangea son téléphone. « Et toi? Qu'est-ce qui t'intéresse à part baisser la tête et survivre ?» Elle faillit tout lui dire à ce moment-là. Faillit dire « Avant, je pratiquais les arts martiaux. Avant, j'étais forte. Avant, je savais comment me défendre. » Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, bloqués par sa promesse, sa peur, et 2 ans à cacher cette partie d'elle-même. « Les livres, » dit-elle à la place. « J'aime lire. C'est une évasion, je suppose. » Il n'y a rien de mal à ça. On a tous besoin d'évasion. Il mordit dans son sandwich pensif. Bien qu'à un moment donné, il faille revenir à la réalité. Et si la réalité est nulle? La question sortit plus vulnérable qu'elle ne l'avait prévu. Callum y réfléchit sérieusement. Alors je suppose qu'on a 2 choix. Continuer à fuir ou changer la réalité. Les 2 sont valables, selon la situation. Leur amitié changea quelque chose dans l'expérience quotidienne de Sloane à Lincoln. Le harcèlement ne cessa pas, au contraire. Il s'intensifia lorsque Bridger remarqua qu'elle avait trouvé un allié. Mais avoir quelqu'un à qui parler le rendait plus supportable. Callum marchait avec elle entre les cours lorsque leurs emplois du temps coïncidaient. Il lui envoyait des SMS le soir, des blagues stupides et des mèmes qui la faisaient sourire. Il lui donna son numéro et lui dit d'appeler si ça tournait vraiment mal, une offre qu'elle appréciait, même si elle savait qu'elle ne l'accepterait jamais. Mais la présence de Callum faisait aussi d'elle une cible plus visible, et pire encore, faisait de lui une cible également. Un lundi matin de mi-novembre, elle arriva au lycée pour trouver son casier vandalisé. Quelqu'un avait peint à la bombe « L'amoureux de la tarée » dessus en lettres rouges qui semblaient dégouliner de sang. Callum se tenait devant, les bras croisés, son expression soigneusement neutre, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules. « Subtil », dit-il en la voyant approcher. « Vraiment subtil. »« Callum, je suis tellement désolé. Ne fais pas ça. » Il la coupa, la voix sèche. « Ne t'excuse pas pour ça. Ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est Bridger ou un de ces singes savants. C'est de leur faute, pas de la tienne. »« Mais c'est à cause de moi. C'est à cause d'eux, » insista Callum. « Ce sont des harceleurs. »
C'est ce que font les harceleurs. Ils trouvent des gens vulnérables et les attaquent. Si ce n'était pas toi, ce serait quelqu'un d'autre. S'il n'y avait pas moi pour te défendre, ils trouveraient une autre raison de me prendre pour cible. Il se tourna pour lui faire face. Je ne regrette pas d'être ton ami, Sloane. Ne m'insulte pas en suggérant que je devrais. Ses yeux la piquèrent. Elle cligna rapidement des yeux, refusant de pleurer dans le couloir où tout le monde pouvait la voir. D'accord, d'accord. Il sortit son téléphone. Je documente ça. Je prends des photos. Quand ils auront leur diplôme et essaieront d'entrer à l'université ou de trouver un emploi et que quelqu'un cherchera leur nom sur Google, peut-être que ça apparaîtra. Peut-être qu'il y aura une conséquence un jour, même s'il n'y en a pas maintenant. Le vandalisme fut signalé, photographié par le proviseur adjoint Morrison, puis repeint par le personnel d'entretien. Aucune enquête ne fut lancée. Personne ne fut interrogé. Le casier réapparut simplement le lendemain dans sa couleur beige d'origine, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Sloane sentit un changement dans l'atmosphère du lycée, une tension accrue qui suggérait que les choses s'envenimaient. Le harcèlement de Bridger devint plus agressif, plus personnel. Il commença à faire des commentaires sur son corps, spéculant bruyamment sur son expérience sexuelle, ou son absence, suggérant des choses graphiques qu'elle devrait faire pour mériter son approbation. Ses amis se joignirent à lui, créant un chœur de dégradation qui la suivait dans les couloirs. Callum subit un traitement similaire. Il l'appelait son copain, avec une emphase méprisante, faisait des commentaires grossiers sur ce qu'ils faisaient probablement ensemble, répandait des rumeurs de plus en plus laides. Sloane le regardait endurer cela avec un stoïcisme qui égalait le sien, voyait la façon dont sa mâchoire se serrait et ses poings se crispaient, mais il ne mordait jamais à l'hameçon. « Pourquoi tu ne te défends pas ?» lui demanda-t-elle un jour à la bibliothèque. Ils venaient tous les deux de subir un parcours du combattant particulièrement brutal dans le couloir, où tout le groupe de Bridger les avait encerclés et leur avait fait subir un parcours d'obstacles verbales, d'insultes et de menaces. « Me défendre comment ?» demanda Callum. « Si je frappe Bridger, je me fais renvoyer. » Il est intouchable. Son père fait des dons de plusieurs dizaines de milliers de dollars à ce lycée chaque année. « Je ne suis personne, comme toi. »« Nous ne sommes pas personne, » dit Sloane, mais les mots sonnaient creux. « Ici, nous le sommes. À Lincoln, dans leur monde. » Il la regarda avec des yeux lasses. « La seule façon de gagner est de survivre jusqu'à ce qu'on sorte, obtenir notre diplôme, aller à l'université, construire nos vies ailleurs. C'est ça, l'objectif final. »« C'est long à endurer. »« Ouais, » acquiesça Callum. « C'est vraiment long. » Alors que novembre avançait, Sloane se mit à penser de plus en plus au carton dans son placard. La nuit, elle restait allongée dans son lit et imaginait ce qui se passerait si elle arrêtait de se cacher, si elle leur laissait voir de quoi elle était capable. Les fantasmes étaient détaillés et viscéraux. Elle imaginait Bridger la poussant dans le couloir et elle répondant par une projection de hanches parfaitement exécutée qui l'enverrait s'écraser au sol. Elle l'imaginait tendant la main vers elle et elle attrapant son poignet, appliquant juste assez de pression pour le faire halter, le forçant à s'agenouiller. Elle imaginait les expressions choquées sur tous les visages, le respect soudain, la fin de son tourment. Mais ensuite, elle pensait au visage de son père dans ce lit d'hôpital, à la façon dont ses yeux l'avaient supplié. Elle se souvenait de sa promesse. Elle pensait au genre de personnes qui répondaient à la cruauté par la violence, et se demandait si les arrêter une fois serait suffisant, ou si cela ouvrirait une porte qui ne pourrait jamais être refermée. Elle n'avait pas de réponse, alors elle continuait d'endurer. Les vacances de Thanksgiving furent une bénédiction. 5 jours loin de Lincoln, de Bridger, de la vigilance constante requise pour naviguer en territoire hostile. Sloane passa les vacances avec sa mère, juste toutes les deux dans leur petit appartement, mangeant une modeste dinde et regardant de vieux films.
Sa mère savait que quelque chose n'allait pas, mais semblait avoir peur d'insister, peut-être inquiète de ce qu'elle pourrait trouver si elle creusait trop profondément. « Comment ça va au lycée ?» demanda sa mère pendant le dîner. « Tu as l'air stressé ?»« Ça va, » mentit Sloane. « Je m'adapte, c'est tout. »« Tu t'es fait des amis ?»« Un, Callum, il est gentil. » Sa mère s'illumina à cette nouvelle. « C'est merveilleux, chérie. Tu devrais l'inviter à la maison un de ces jours. » Sloane hocha vaguement la tête, sachant qu'elle ne le ferait jamais. L'appartement était trop petit, trop miteux, trop révélateur du peu qu'elles avaient. Et de plus, elle ne voulait pas entraîner Callum plus profondément dans sa vie qu'il ne l'était déjà. Quand les vacances prirent fin et qu'elle retourna à Lincoln, elle sentit l'angoisse s'installer de nouveau sur elle, comme un poids familier. Les couloirs avaient la même apparence, la même odeur, résonnaient du même chaos. Elle trouva Callum à son casier avant le premier cours, et ils échangèrent des sourires las, deux soldats retournant à une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner. « Tu as survécu aux vacances ?» demanda-t-il. « À peine. Et toi ?» Ma mère a essayé de me faire expliquer pourquoi j'étais si maussade ces derniers temps. Je lui ai dit que c'était juste une crise d'adolescence. Elle a semblé soulagée que ce ne soit pas la drogue. Il ferma son casier. Prête pour une autre journée au paradis? Ils n'étaient pas prêts. Personne n'aurait pu être prêt pour ce que Bridger avait prévu. Cela se produisit pendant le déjeuner du lundi suivant les vacances de Thanksgiving. La cantine était bondée, chaque table pleine, le niveau de bruit assourdissant comme d'habitude. Sloane et Callum avaient pris leur repas. Elle avait recommencé à contre-cœur à manger à la cantine, car la bibliothèque était fermée pour inventaire pendant le déjeuner, et avait trouvé des places à une table près des fenêtres. D'autres élèves étaient assis à proximité, mais pas avec eux, maintenant la distance sociale qui les marquait comme des intouchables. Ils étaient à mi-chemin de leur repas, discutant de la dissertation à rendre en anglais le vendredi, quand Sloane sentit le picotement familier de l'attention. Elle leva les yeux et vit Bridger s'approcher avec toute sa clique. Tate était à sa gauche, Kyle à sa droite, et trois autres joueurs de football américain qu'elle reconnaissait, mais dont elle ne connaissait pas le nom, les flanquaient. Ils marchaient avec l'arrogance de ceux à qui l'endroit appartenait, et la foule s'écarta pour eux automatiquement. « Tiens, tiens !» dit Bridger bruyamment, sa voix portant à travers la cantine. « Regardez qui a décidé de montrer son visage. La tarée et son copain. » La cantine ne devint pas complètement silencieuse. Elle était trop grande pour cela, mais les conversations s'éteignirent dans leur voisinage immédiat. Les téléphones sortirent. C'était un divertissement, un spectacle sur le point de commencer. « Laisse-nous tranquilles, Bridger, » dit Callum, sa voix calme, mais basse. « On essaie juste de déjeuner. » Tu vois, c'est ça ton problème. Tu crois que tu peux faire des demandes. Tu crois que tu comptes. Bridger se pencha, ses mains sur leur table, amenant son visage au niveau des leurs. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'es rien. Tu es moins que rien. Et chaque jour où tu te promènes dans ce lycée comme si tu avais le droit d'être ici, tu prends la place de gens qui comptent vraiment. Sloane garde les yeux sur son plateau repas, son cœur battant la chamade. Elle sentait l'attention de centaines d'élèves, sentait les téléphones enregistrés chaque seconde. Ça allait mal tourner. Elle le savait avec une certitude qui lui noua l'estomac. « On ne dérange personne », dit-elle doucement. « S'il te plaît, laisse-nous tranquilles. »« S'il te plaît », imita Bridger d'une voix aiguë. « S'il te plaît, laisse-nous tranquilles. »« Vous entendez ça, les gars ?» Elle a dit « s'il te plaît », comme si ça voulait dire quelque chose. Il se redressa, regardant son public, jouant pour eux. « Vous savez ce que je pense ? Je pense que quelqu'un doit vous donner une leçon à tous les deux sur votre place dans l'ordre social d'ici. » Avant que l'un ou l'autre ne puisse réagir, Bridger tendit la main et attrapa le plateau de Sloane. D'un geste rapide, il en renversa le contenu sur ses genoux. Des spaghettis à la sauce, du lait au chocolat, une salade détrempée, tout atterrit sur son jean et sa chemise, chaud, humide et totalement humiliant.
Autour d'eux, les élèves haltèrent, rirent et enregistrèrent chaque seconde. Sloane resta figé, la sauce dégoulinant sur ses jambes, les nouilles glissant sur le sol. Son visage brûlait d'une humiliation si intense que c'était une douleur physique. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas traiter ce qui venait de se passer. À côté d'elle, Callum commença à se lever, le visage rouge de colère. « Mais putain, c'est quoi ton problème ?» Tate le repoussa violemment sur son siège, si fort que la chaise racla le sol. « Assieds-toi, le taré, ton tour arrive. » Bridger n'avait pas fini. Il attrapa ensuite le plateau de Callum et le renversa, mais cette fois sur la tête de Callum. La nourriture glissa dans ses cheveux, sur son visage, sur sa chemise. Du lait coulait de son menton. Pendant un instant, Callum resta assis là, choqué, les mains légèrement levées, couvert de son propre déjeuner, pendant que la cantine éclatait de rires et d'acclamations. C'est à ce moment-là que quelque chose se fissura en Sloane. Pas brisé, fissuré. Une fissure capillaire dans le mur qu'elle avait construit autour d'elle, la digue qu'elle avait érigée pour retenir la partie d'elle que son père avait entraînée, les compétences qu'elle avait promis de garder cachées. Elle regarda le visage de Callum, vit son expression, non seulement humiliée mais vaincue, brisée d'une manière qu'elle ne l'avait jamais vue auparavant, et sentit une rage comme elle n'en avait jamais ressenti depuis la mort de son père. Elle se leva lentement, la nourriture glissant de ses genoux sur le sol. Bridger se tourna vers elle, un sourire narquois sur le visage, s'attendant à plus de soumission, plus de divertissement. Ce qu'il vit dans son expression fit légèrement vaciller son sourire. « Tu vas regretter ça, » dit Sloane. Sa voix était basse, mais elle porta dans le silence soudain qui s'était abattu sur leur section de la cantine. Bridger retrouva rapidement sa confiance, riant. « Ah ouais? Qu'est-ce que tu vas faire, la tarée? Pleurer? Courir voir ta maman? Le dire à un prof qui ne fera rien? » Sloane fit un pas vers lui. Sa posture avait changé sans qu'elle ne décide consciemment de la changer. Les épaules en arrière, le poids centré, l'équilibre parfait. Ses mains pendaient librement à ses côtés, détendues mais prêtes. « Non, dit-elle calmement. Je vais m'assurer que tu comprennes qu'il y a des conséquences à tes actes. » C'est une menace? Bridger semblait ravi. C'était encore mieux qu'il ne l'avait espéré. Tout le monde a entendu ça? La tarée vient de me menacer. Ce n'est pas très malin. Ce n'est pas une menace. La voix de Sloane était stable, presque conversationnelle. C'est un fait. Tu me tourmentes depuis des mois. Tu es passé des mots au vandalisme, puis au harcèlement physique. Aujourd'hui, tu nous as agressés, mon ami et moi, avec de la nourriture. Tu l'as fait publiquement, devant des centaines de témoins, et tu l'as fait parce que tu pensais qu'il n'y aurait aucune conséquence. Elle fit une pause, consciente de tous les yeux de la cantine braqués sur elle, de chaque téléphone qui enregistrait. « Tu avais tort !» Tate rit, un son rauque et aboyant. « Écoutez-la. » Comme si elle allait faire quelque chose. « Qu'est-ce que tu vas faire, nous battre, nous tous ?» Si nécessaire. Les yeux de Sloane ne quittèrent pas le visage de Bridger. « Mais c'est surtout toi qui m'intéresse, Bridger. C'est toi qui dois apprendre cette leçon. » Pendant une seconde, juste une seconde, quelque chose vacilla dans l'expression de Bridger qui aurait pu être de l'incertitude. Mais il était entouré de ses amis, de son public, de centaines d'élèves qui regardaient. Il ne pouvait pas reculer maintenant sans tout perdre. « Tu es folle !» dit-il, mais il fit un pas vers elle, son langage corporel devenant agressif. « Tu sais quoi? D'accord, allons-y. Voyons ce que la petite tarée peut vraiment faire. » Il tendit la main vers elle, rapidement et durement, avec l'intention évidente de la pousser en arrière, comme il avait poussé Callum sur son siège. C'était un mouvement de domination, destiné à établir une supériorité physique, à la faire trébucher, tomber et paraître faible. Ça n'a pas marché.
À l'instant où ses mains se dirigèrent vers elle, le corps de Sloane réagit avec une mémoire musculaire construite sur des années d'entraînement. Elle se décala en douceur, ses pieds bougeant selon un schéma qu'elle avait répété des milliers de fois, et la poussée de Bridger rencontra le vide. Son élan le projeta en avant, en déséquilibre, et elle aurait pu le mettre à terre à ce moment-là. Aurait pu lui faucher les jambes, l'amener au sol, le mettre dans une douzaine de positions où il serait impuissant. Mais elle ne le fit pas. Pas encore. Elle recula, reprit sa position et attendit. La cantine était maintenant complètement silencieuse. Même les élèves aux tables les plus éloignées avaient arrêté de manger pour regarder. Les professeurs se dirigeaient vers eux, mais lentement, incertains de ce qu'ils voyaient. Bridger retrouva son équilibre et se tourna pour lui faire face, le visage rouge. « Esquive chanceuse », dit-il, mais sa voix avait perdu une partie de son assurance. « Voyons si tu peux le refaire. » Il l'attaqua de nouveau, cette fois avec un coup de poing sauvage visant son visage. C'était un coup de poing terrible, le bras trop tendu, l'épaule en avant, les pieds mal plantés, le genre de coup que quelqu'un lance quand on ne lui a jamais appris la bonne technique. Sloane le vit venir de loin. Elle l'esquiva facilement, sa tête bougeant juste assez pour laisser son poing passer près de son oreille, et alors que son bras s'étendait, elle attrapa son poignet à deux mains. Le mouvement était automatique, réflexe. Sa main gauche sécurisa son poignet. Sa main droite contrôla son coude, et elle s'approcha, faisant pivoter ses hanches. C'était une clé de bras debout basique, quelque chose qu'elle avait appris lors de sa première année d'entraînement. Appliquée avec toute sa force, elle pouvait provoquer une hyper-extension du coude, causer une blessure grave. Elle n'avait aucune intention de le faire. Elle avait juste besoin de marquer un point. Elle appliqua la pression lentement, prudemment, juste assez pour que Bridger doive se mettre sur la pointe des pieds pour soulager la tension sur son articulation. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et de douleur. « Arrête !» dit-il. Sa voix sortit étranglée. Sloane le maintint là pendant 3 secondes. 3 secondes où chaque élève de la cantine pouvait voir Bridger Hawthorne, le running back vedette, le roi du lycée Lincoln, complètement maîtrisé par la fille qu'il tourmentait depuis des mois. 3 secondes où son pouvoir fut révélé comme une illusion, où sa domination fut montrée comme n'étant rien d'autre qu'un privilège social sans substance. Puis elle le lâcha et recula. Bridger trébucha, se tenant le bras, son visage un mélange de choc et de rage. « Mais putain, t'es qui ?» haleta-t-il. « Quelqu'un que tu aurais dû laisser tranquille. » La voix de Sloane était calme, mais son cœur battait à tout rompre. La fissure dans son contrôle s'élargissait. 2 ans d'entraînement refoulé, de confiance refoulée, de force refoulée. Tout menaçait de déborder maintenant qu'elle en avait laissé passer ne serait-ce qu'une goutte. Tate et Kyle s'avancèrent, l'encadrant. « T'es morte !» gronda Tate. « Tu peux pas nous battre toute seule. » Elle n'aura pas à le faire, la voix de Callum derrière elle. Elle jeta un coup d'œil en arrière et le vit debout, la nourriture dégoulinant encore de ses cheveux, les poings serrés. Il était terrifié, elle pouvait le voir dans ses yeux, mais il se tenait quand même avec elle. Reculez. « La ferme, Callum, » dit Kyle, mais son attention était sur Sloane. Ils la regardaient tous différemment maintenant, calculant, essayant de réévaluer quelqu'un qu'ils pensèrent comprendre. Bridger retrouva un peu de son sang-froid, bien qu'il gardât une main sur le bras qu'elle avait contrôlé. « Tu vas regretter ça, » dit-il. « Tu as posé les mains sur moi. C'est une agression. Tu vas te faire renvoyer. »« Il y a environ 200 témoins, » dit Sloane d'un ton égal. « Ils t'ont tous vu me jeter de la nourriture dessus en premier. Ils t'ont tous vu essayer de me frapper. Ils m'ont tous vu me défendre sans te blesser. » Elle fit un geste vers la cantine. « Et la moitié d'entre eux l'ont filmé. Alors vas-y, Bridger, signale-moi. On verra comment ça se passe pour toi. » Pendant un instant, la confrontation resta en suspens. Bridger regarda autour de lui, sembla réaliser qu'elle avait raison. Les téléphones qui avaient enregistré son humiliation planifiée avaient plutôt capturé sa défaite. Son visage s'assombrit de rage. « Ce n'est pas fini, dit-il. Si, c'est fini. » La voix de Sloane était ferme. « C'est fini, maintenant. »
Tu vas me laisser tranquille. Tu vas laisser Callum tranquille. Tu vas t'en aller et on va faire comme si ça n'était jamais arrivé. Sinon quoi? Sinon, la prochaine fois, je ne serai pas si douce. Elle le regarda droit dans les yeux. Cette clé de bras que je viens de te montrer, j'aurais pu te casser le coude. Au lieu de ça, je t'ai laissé partir. Ça n'arrivera pas 2 fois. Les professeurs arrivaient maintenant, se frayant un chemin à travers la foule. Le proviseur adjoint Morrison les menait, le visage rouge d'effort. Que se passe-t-il ici? Qu'est-il arrivé? 20 voix tentèrent de répondre en même temps. Les élèves criaient les uns par-dessus les autres, certains essayant de défendre Bridger, d'autres racontant avec empressement son humiliation. Sloane se tenait tranquillement au centre de tout cela, des taches de nourriture couvrant ses vêtements, son cœur battant toujours la chamade, mais sa respiration contrôlée. Morrison leva les mains pour demander le silence. Un à la fois. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé? Elle m'a attaqué, dit immédiatement Bridger, se tenant le bras. Elle m'a agressé sans raison. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit Callum à voix haute. Il nous a jeté de la nourriture dessus à tous les deux d'abord, puis il a essayé de la frapper. Elle se défendait. C'est ce que j'ai vu aussi, dit une voix dans la foule. Une fille que Sloane ne connaissait pas de la table de théâtre. C'est Bridger qui a commencé. Elle n'a fait que se défendre. « Je l'ai en vidéo !» cria un autre élève en levant son téléphone. « Vous voulez voir ?» L'expression de Morrison suggérait qu'il ne voulait vraiment pas voir. Il regarda alternativement Bridger et Sloane, semblant calculer quel problème lui causerait le plus d'ennui. « Vous tous, avec moi. Maintenant, on va régler ça dans mon bureau. » Ils furent sortis de la cantine comme des prisonniers de guerre, Sloane et Callum devant, toujours couverts de nourriture, Bridger et ses amis suivant derrière. La cantine éclata en conversation derrière eux, mais Sloane l'entendit à peine. Elle pensait à sa promesse à son père, à la ligne qu'elle venait de franchir, à ce qui allait suivre. Dans le bureau de Morrison, ils se tenaient tous en ligne pendant qu'il était assis derrière son bureau et se frottaient les tempes comme pour chasser une migraine. « Je suppose que personne ne veut me dire la vérité, » dit-il d'un air las. « Je vais vous dire la vérité. » Sloane s'avança légèrement. Elle était toujours couverte de sauce spaghetti, toujours collante de lait, mais elle se tenait droite. Bridger Hawthorne me harcèle depuis septembre. Il m'a harcelé dans les couloirs, a vandalisé mes affaires, a répandu des rumeurs sur moi et a rendu ma vie misérable. Aujourd'hui, il est passé à l'agression physique en me jetant de la nourriture dessus, ainsi qu'à mon ami. Quand il a tenté de me frapper, je me suis défendu en utilisant la force minimale nécessaire. Je serai heureuse de vous montrer les vidéos que plusieurs élèves ont enregistrées qui confirmeront tout ce que je viens de dire. Les yeux de Morrison se tournèrent vers Bridger. « Est-ce vrai ?»« Elle ment, » dit immédiatement Bridger. « Je la connais à peine. On plaisantait juste et elle a pété les plombs. »« Montrez-lui les vidéos, » dit Callum à Morrison. « Regardez juste les vidéos, elles montreront exactement ce qui s'est passé. » Morrison avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. « Je vais devoir examiner les preuves, parler aux témoins et déterminer les conséquences appropriées. En attendant, vous êtes tous suspendus en attendant l'enquête. » Nous tous, Sloane ne put cacher son incrédulité. « Il m'a agressé et je suis suspendu. Politique de tolérance zéro pour la violence, » dit Morrison sans la regarder dans les yeux. « Vous avez posé les mains sur un autre élève. Jusqu'à ce que je détermine qu'il s'agissait de légitime défense, vous êtes suspendu. »« C'est n'importe quoi, » dit Callum. « Vous la punissez pour s'être défendu parce que c'est plus facile que de s'occuper du vrai problème. Surveillez votre langage, monsieur Reid, ou votre suspension sera plus longue. » Morrison prit son téléphone. « J'appelle tous vos parents. Vous attendrez dans des pièces séparées jusqu'à ce qu'ils arrivent pour venir vous chercher. » Ils furent séparés, Sloane dans une salle de classe vide, Callum dans une autre, Bridger et ses amis dans une troisième.
Sloane s'assit à un bureau et fixa le mur, son esprit étrangement vide. Elle l'avait fait. Elle avait rompu sa promesse. Elle avait utilisé son entraînement, révélé ses compétences, répondu à la violence par la technique, tout ce que son père lui avait demandé de ne pas faire, mais elle ne se sentait pas coupable, elle se sentait soulagée. La peur constante, la vigilance perpétuelle, l'effort épuisant de se faire petite, tout cela s'était levé au moment où elle avait appliqué cette clé de bras. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait elle-même. Sa mère arriva 1 heure plus tard, le visage pâle d'inquiétude. « Sloane, que s'est-il passé? Ils ont dit que tu t'étais battu ?» « Pas une bagarre. » Sloane se leva. « De la légitime défense. On peut rentrer? Je t'expliquerai tout. » Dans la voiture, elle raconta toute l'histoire à sa mère. Tout. Les mois de harcèlement, l'escalade, l'incident de la nourriture, le moment où elle s'était finalement défendue. Sa mère écouta en silence, les mains crispées sur le volant, son expression passant de la confusion à la colère, puis à quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda sa mère doucement. « Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne réalisais pas que c'était si grave. Je ne voulais pas t'inquiéter, et je ne pensais pas que ça aiderait. » Sloane regarda par la fenêtre les rues qui défilaient. « Les profs s'en fichent, maman. L'administration s'en fiche. Ils ont vu ce qui se passait et n'ont rien fait. J'étais seul. Tu n'aurais pas dû l'être. » La voix de sa mère était épaisse d'émotion. « Tu es ma fille. J'aurais dû te protéger. Tu ne pouvais pas. Je es prof là-bas. Si tu avais essayé d'intervenir, ils auraient pu te compliquer la vie, je le savais. » Sloane se tourna vers sa mère. « Je devais gérer ça moi-même. En utilisant ton entraînement d'arts martiaux? » Sloane. « Tu as promis à ton père? » « Je sais ce que j'ai promis. » Les mots sortirent plus secs qu'elle ne l'avait prévu. « Je sais, maman. Et j'ai essayé. J'ai tellement essayé de tenir cette promesse. Je les ai laissés me harceler pendant des mois. Je suis restée silencieuse, petite et invisible, exactement comme je pensais qu'ils le voulaient. Mais tu sais quoi? Papa n'est pas là. Il n'a pas eu à marcher dans ces couloirs. Il n'a pas eu à endurer ce que j'ai enduré. Et je ne pense pas qu'il aurait voulu que j'accepte d'être une victime pour toujours. » Sa mère resta silencieuse un long moment. Quand elle reprit la parole, sa voix était douce. « Tu as raison. Il n'aurait pas voulu ça. La dernière volonté de ton père était que tu ne deviennes pas quelqu'un qui cherche la bagarre, qui utilise la violence en premier recours. Mais te défendre, tenir tête à quelqu'un qui te faisait du mal, il aurait compris ça. » Elle se gara sur le parking de leur appartement et coupa le moteur. « Je suis fier de toi, Sloane. Je suis en colère que tu aies dû gérer ça seule, mais je suis fier que tu te sois défendue. » La suspension dura 3 jours. Pendant ce temps, le téléphone de Sloane explosa de messages. La plupart provenaient de numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Des élèves de Lincoln qui avaient vu les vidéos, qui voulaient lui dire qu'elle était courageuse ou cool, ou une dure à cuire. Certains voulaient savoir où elle avait appris à se battre, d'autres partageaient leurs propres histoires de harcèlement par Bridger ou ses amis. Callum lui envoyait constamment des SMS. Sa suspension avait été levée après une journée, une fois que sa mère avait fait un scandale à l'administration et menacé de poursuites judiciaires. Apparemment, se faire jeter de la nourriture dessus puis se tenir à proximité pendant que quelqu'un d'autre se défend ne constituait pas de la violence, même sous des politiques de tolérance zéro. « Tout le monde parle de toi », lui envoya-t-il par SMS. « Tu es comme une légende. La moitié du lycée a peur de toi. L'autre moitié veut être ton ami. C'est dingue. »« Et Bridger ?» répondit-elle. « Pas vu. » La rumeur dit que sa suspension est plus longue. Quelque chose à voir avec les vidéos qui montrent que c'est lui qui a commencé. Apparemment, son père est furieux, mais pas contre le lycée, contre Bridger pour s'être fait humilier. Le 3e jour de sa suspension,
Le proviseur adjoint Morrison appela. « Mademoiselle Whittaker, j'ai terminé mon enquête. Après avoir examiné les preuves vidéo et parlé aux témoins, j'ai déterminé que vous avez agi en état de légitime défense. Votre suspension est levée. Vous pouvez retourner au lycée demain. » « Et Bridger ?» demanda Sloane. « Monsieur Hawthorne sera suspendu pour le reste de la semaine et fera face à des conséquences supplémentaires à son retour, y compris un suivi psychologique obligatoire et son retrait de l'équipe de football américain pour le reste de la saison. Son comportement était inacceptable et l'administration prend le harcèlement très au sérieux. » Sloane faillit en rire. Il l'avait pris si au sérieux qu'il l'avait ignoré pendant des mois. Mais elle ravala son sarcasme. « Merci. »« Mademoiselle Whittaker, je voulais aussi m'excuser. Plusieurs élèves et professeurs se sont manifestés depuis l'incident pour signaler le harcèlement continu que vous avez subi. J'aurais dû être plus attentif à la situation. Je suis désolé. »« C'était quelque chose, supposa-t-elle. Pas assez, mais quelque chose. »« D'accord. On se voit demain. Et mademoiselle Whittaker, si vous rencontrez d'autres problèmes, ma porte est ouverte. » Elle raccrocha et s'assit sur son lit, digérant l'information. Demain, elle retournerait au lycée Lincoln, mais en tant que personne complètement différente de celle qu'elle était en partant. Tout le monde saurait ce dont elle était capable. L'invisibilité qu'elle avait mis tant d'efforts à maintenir avait disparu pour toujours. Étonnamment, cela ne la dérangeait pas. Être invisible avait été épuisant. Peut-être qu'être vue serait plus facile. Elle retourna au lycée un vendredi matin avec l'impression d'entrer dans un bâtiment différent. Les couloirs semblaient les mêmes, mais l'énergie était différente. Les élèves la remarquèrent immédiatement. Les conversations s'arrêtaient à son passage. Les gens s'écartaient, lui laissant de l'espace. Certains la regardaient avec respect, d'autres avec peur, beaucoup avec curiosité. Callum l'attendait à son casier, souriant. Le retour de l'héroïne conquérante. La ferme, mais elle souriait aussi. « Ça va être comme ça toute la journée ? Probablement, tu es la chose la plus intéressante qui soit arrivée à Lincoln depuis des années. » Il se mit à marcher à côté d'elle alors qu'il se dirigeait vers le premier cours. « Je n'arrête pas de répondre à des questions sur toi. Tout le monde veut connaître ton histoire. Où tu as appris à te battre, pourquoi tu l'as gardé secret, si tu es en fait une sorte d'agent secret. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu es une personne discrète et qu'ils devraient s'occuper de leurs affaires. » Il la regarda. « Mais si tu voulais me le dire, ça m'intéresserait aussi. » Elle y réfléchit. Callum s'était tenu à ses côtés quand ça comptait. Il avait risqué sa propre sécurité pour la soutenir. Il méritait un peu d'honnêteté. « Mon père était marine, puis professeur d'arts martiaux. Il m'a appris le jiu-jitsu brésilien depuis l'âge de 6 ans. Avant de mourir, il m'a fait promettre de ne pas m'en servir sauf en cas d'absolue nécessité. J'essayais d'honorer cette promesse. »« Jusqu'à ce que tu sois obligé, » dit Callum doucement. « Jusqu'à ce que je sois obligé, » acquiesça-t-elle. Ils arrivèrent à son premier cours, Histoire européenne avec Madame Patterson. Sloane prit sa place habituelle et attendit la réaction de la professeure. Madame Patterson la regarda avec une expression qui aurait pu être de la culpabilité. « Bon retour parmi nous, mademoiselle Whittaker, » dit-elle doucement. « Je suis contente que vous alliez bien. » La journée passa dans un étrange brouillard. Dans chaque classe, elle sentait le poids de l'attention, les regards curieux, les conversations chuchotées. Les professeurs la traitaient différemment, plus respectueusement, mais aussi avec une sorte de prudence, comme s'ils ne savaient pas comment la gérer maintenant. Des élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant essayaient d'engager la conversation dans les couloirs. Certains voulaient être son ami, d'autres voulaient partager leurs propres histoires de victimisation par Bridger ou d'autres. Au déjeuner, elle et Callum s'assirent à leur table habituelle près des fenêtres. Cette fois, cependant, ils n'étaient pas seuls.
3 autres élèves demandèrent à se joindre à eux. La fille de la table de théâtre qui avait pris la parole pour Sloane dans le bureau de Morrison, et 2 élèves à qui Sloane n'avait jamais parlé auparavant, mais qui se sentaient apparemment plus en sécurité en s'asseyant avec elle que seule. « Ça ne vous dérange pas ?» demanda la fille du théâtre. Elle était petite, avec des cheveux roux bouclés et des yeux nerveux. « On n'est pas obligé de s'asseoir ici, si vous voulez être seul. »« Ça va ?» dit Sloane, et elle le pensait. La table semblait différente avec d'autres personnes, plus normales, moins comme une zone de quarantaine. « Je m'appelle Darcy », offrit la fille. « Je voulais juste te dire merci pour ce que tu as fait. Bridger et ses amis ont fait de ma vie un enfer aussi, mais j'avais trop peur pour faire quoi que ce soit. Te voir lui tenir tête, ça a signifié quelque chose. »« Je ne l'ai fait pour personne d'autre, » dit Sloane honnêtement. « J'ai juste atteint mon point de rupture. »« Ça compte quand même, » dit Darcy avec un petit sourire. Bridger retourna au lycée le lundi suivant. Sloane le vit dans le couloir, avant le premier cours, entouré de ses amis mais nettement plus silencieux que d'habitude. Quand leurs regards se croisèrent à travers le couloir, il détourna les yeux le premier. La dynamique du pouvoir avait complètement changé. Il n'était plus le prédateur et elle n'était plus la proie. Tout le lycée l'avait vu vaincu, avait vu son pouvoir se révéler creux, et cette humiliation ne pouvait être effacée. Pendant les jours suivants, une paix précaire régna. Bridger et ses amis évitaient complètement Sloane et Callum, empruntant des chemins différents à travers le bâtiment, mangeant à des heures différentes. Il n'y avait plus de commentaires, plus de harcèlement, plus de cruauté désinvolte. C'était comme s'ils avaient collectivement décidé qu'elle n'existait pas. Sloane aurait dû être soulagée. Au lieu de cela, elle se sentait mal à l'aise. Bridger Hawthorne n'était pas du genre à accepter la défaite avec grâce. Il préparait quelque chose. Elle le sentait dans la façon dont il la regardait de l'autre côté de la cantine, dans la façon dont ses amis se regroupaient et se taisaient quand elle passait. Quelque chose se préparait. Cela arriva un vendredi après-midi de début décembre. Sloane et Callum se dirigeaient vers le parking après les cours, discutant de leurs projets pour le week-end, quand Bridger apparut de derrière une rangée de voitures. Il n'était pas seul. Tate, Kyle et le reste de son groupe habituel le flanquaient, plus quelques élèves que Sloane ne reconnaissait pas. Peut-être une douzaine de personnes au total, leur barrant le chemin. « On doit parler, » dit Bridger. Sa voix était stable, mais il y avait quelque chose de désespéré dans ses yeux. « On n'a rien à se dire, » répondit Sloane, son corps se mettant automatiquement en position de défense. Callum se rapprocha d'elle. « Si, on a des choses à se dire. » Bridger fit un pas en avant. « Tu m'as humilié. Tu m'as fait passer pour un faible devant tout le lycée. Tu as détruit ma réputation, et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? » « Tu t'es humilié tout seul, » dit Sloane calmement. « Tu m'as harcelé pendant des mois. Tu m'as agressé avec de la nourriture devant des centaines de témoins. Tout ce que j'ai fait, c'est me défendre. Tout ce qui t'est arrivé après, c'était la conséquence, pas la vengeance. Je me fiche de tes excuses. » Le visage de Bridger était maintenant rouge, la colère perçant à travers son sang-froid apparent. « Tu dois apprendre ta place. Et comme tu ne l'apprendras pas pacifiquement, on va devoir te l'enseigner. » Callum sortit son téléphone. « J'appelle la police. » Tate s'avança et lui arracha le téléphone des mains, le jetant à travers le parking où il se brisa contre l'asphalte. « Non, tu ne le feras pas. » Ils étaient maintenant encerclés, le cercle des partisans de Bridger se resserrant. Sloane évalua la situation avec la conscience tactique que son père lui avait inculquée. 12 contre 2. La plupart d'entre eux semblaient incertains, suivant Bridger par habitude, plutôt que par véritable engagement. Mais Bridger, Tate et Kyle avaient l'air sérieux. Ça n'allait pas se terminer par des mots. « Dernière chance », dit Sloane, s'adressant directement à Bridger. « Pars maintenant. N'aggrave pas les choses. » « Aggravé pour qui ?» ricana Bridger. Il fit un signe de tête à Tate et Kyle. « Prenez-la. »
Ils l'attaquèrent ensemble, un de chaque côté, prévoyant clairement de lui saisir les bras et de l'immobiliser. Cela aurait pu marcher si elle avait été une personne normale, quelqu'un sans entraînement. Mais ce n'était pas le cas. Sloane explosa en mouvement. Elle laissa tomber son sac à dos et entra dans la charge de Tate, utilisant son élan contre lui. Elle attrapa son bras tendu, pivota et le projeta avec une projection de hanche basique qui l'envoya s'écraser sur le capot d'une voiture garée. L'alarme se déclencha, un son strident qui résonna à travers le parking. Kyle hésita, voyant son ami tomber si facilement. Cette hésitation fut tout ce dont Sloane avait besoin. Elle combla la distance entre eux et lui faucha les jambes, le faisant tomber sur l'asphalte. Il atterrit lourdement sur le dos, le souffle coupé. 2 à terre en moins de 5 secondes. Le cercle des partisans recula, soudainement incertain. Ça ne se passait pas comme Bridger le leur avait promis. Quelqu'un d'autre ? Demanda Sloane, sa respiration régulière malgré l'adrénaline qui inondait son système. Où on a fini ? Le visage de Bridger était devenu pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. Il regarda ses amis tomber, les visages incertains de ses partisans, et sembla réaliser qu'il regardait son empire social s'effondrer en temps réel. Chaque seconde qu'il passait là sans agir confirmait sa faiblesse. Chaque seconde qu'elle restait debout confirmait sa force. Il la chargea avec un rugissement, lançant des coups de poing sauvages qui ressemblaient plus à un moulin à vent qu'à une attaque cohérente. Sloane esquiva et para, restant juste hors de portée, sans contre-attaquer. Elle ne voulait pas le blesser. Elle voulait qu'il s'épuise, qu'il ait l'air ridicule, qu'il comprenne viscéralement que la violence ne résoudrait pas ses problèmes. Après une dizaine de secondes, à ne pas réussir à porter un seul coup, Bridger s'arrêta, respirant lourdement. « Défends-toi !» lui cria-t-il. « Défends-toi, bordel !»« Non !» dit Sloane calmement. « Je ne vais pas te donner d'excuses pour prétendre que je t'ai attaqué. Tu m'as cherché, tu as amené tes amis pour m'intimider. Rien de tout ça n'a marché, c'est de ta faute. » Des sirènes retentirent au loin. Quelqu'un, probablement un professeur ou un élève, de l'intérieur du lycée, avait appelé les autorités. Les partisans de Bridger commencèrent à se disperser, ne voulant pas être là quand la police arriverait. En quelques secondes, il ne restait plus que Bridger, Tate, gémissant toujours sur le capot de la voiture. Kyle, assis mais pas debout, Sloane et Callum. « Ce n'est pas fini », dit Bridger, mais sa voix était maintenant creuse, la menace vide. « Si, c'est fini », répondit Sloane. « C'est fini depuis le moment où j'ai cessé d'avoir peur de toi. Tu ne l'as juste pas encore accepté. » La police arriva, ainsi que le proviseur adjoint Morrison et plusieurs professeurs. Il y avait des dépositions à prendre, des témoins à interroger, des parents à appeler. Sloane expliqua ce qui s'était passé avec la même clarté calme qu'elle avait utilisée dans le bureau de Morrison. Callum corrobora son histoire. Les caméras de sécurité du parking avaient filmé la majeure partie de l'incident. Une fois de plus, les preuves soutenaient complètement sa version des faits. Cette fois, les conséquences pour Bridger furent plus sévères. Le renvoi définitif fut envisagé mais finalement rejeté en raison de l'influence de son père et de l'équipe d'avocats que sa famille engagea immédiatement. À la place, il fut suspendu pour le reste du semestre, banni de toutes les activités scolaires et sportives indéfiniment et contraint de suivre un suivi psychologique approfondi. Tate et Kyle reçurent des punitions similaires. Les autres élèves qui avaient participé à la confrontation sur le parking furent suspendus pour des durées variables. Sloane et Callum furent complètement innocentés. Morrison présenta même ce qui s'apparentait à des excuses à Sloane devant les policiers, reconnaissant qu'elle avait agi en état de légitime défense et que le lycée aurait dû intervenir dans la situation de harcèlement des mois plus tôt. Mais la conséquence la plus significative ne fut peut-être pas officielle. Elle fut sociale. Le lundi matin, tout le monde au lycée Lincoln avait entendu parler de l'incident du parking.
L'histoire s'était amplifiée en se racontant. Certaines versions disaient que Sloane avait affronté 20 personnes, d'autres que Bridger avait pleuré et supplié sa pitié. La vérité était assez dramatique sans embellissement, mais les ragots d'adolescents ne se souciaient pas de l'exactitude. Ce qui comptait, c'était le récit. Bridger Hawthorne, le Golden Boy de Lincoln, avait été totalement vaincu par une fille qui l'avait harcelé 2 fois. La première fois à la cantine, la seconde sur le parking. Sa réputation était détruite. Son pouvoir social avait disparu. Et Sloane, qui était arrivé à Lincoln en étant personne, était en quelque sorte devenu quelqu'un. La dynamique au lycée changea radicalement. Les élèves qui l'avaient évitée la recherchaient maintenant. La table de la cantine où elle et Callum s'asseyaient devint bondée d'autres personnes, des élèves qui avaient eux-mêmes été victimes, des élèves qui admiraient ce qu'elle avait fait, des élèves qui voulaient juste être associés à quelqu'un qui avait ce genre de courage. Sloane ne voulait pas particulièrement cette attention, mais elle l'accepta avec grâce, comprenant qu'elle était devenue le symbole de quelque chose de plus grand qu'elle. Les professeurs la traitaient aussi différemment. Certains avec respect, d'autres avec méfiance, mais tous semblaient la voir vraiment maintenant, d'une manière qu'ils ne l'avaient pas fait auparavant. Madame Patterson la prit à part, après le cours d'histoire un jour, et dit simplement « Je suis désolée, j'aurais dû faire quelque chose plus tôt. Je savais ce qui se passait et j'ai détourné le regard. C'était mal. » Sloane apprécia les excuses, même si elle ne pouvait pas changer le passé. « Merci, dit-elle, ça signifie quelque chose. » Alors que décembre avançait et que les vacances d'hiver approchaient, la vie à Lincoln s'installa dans une nouvelle normalité. Bridger revint après sa suspension, mais c'était une personne différente, ou du moins, il se présentait différemment. Il gardait la tête baissée, évitait la confrontation et essayait généralement d'être invisible, comme Sloane l'avait été autrefois. Ses anciens amis l'avaient largement abandonné, ne voulant pas être associé à quelqu'un qui était tombé si bas. Sloane le voyait parfois dans les couloirs et ressentait un mélange complexe d'émotions, de la justification certainement, mais aussi quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Il avait été un harceleur et un lâche, et il méritait les conséquences de ses actes. Mais en le regardant naviguer à Lincoln en tant que paria social, elle comprenait à quel point cet isolement était écrasant parce qu'elle l'avait vécu elle-même. Un après-midi de mi-décembre, elle le trouva assis seul à la cantine à une table dans le coin, le même coin où elle s'asseyait, ironiquement. Tout le monde l'évitait, lui laissant le même large espace qu'il lui avait autrefois laissé. Elle l'observa un moment mangeant son déjeuner avec des mouvements mécaniques, les yeux sur sa nourriture, et prit une décision. Elle se dirigea vers sa table. Il la vit approcher et se tendit, son expression méfiante. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle. Bridger parut confus et suspicieux. « Pourquoi ?»« Parce que je veux te parler. » Elle s'assit sans attendre sa permission. « Comment ça va ? À ton avis ?» Sa voix était amère. « Je suis une blague. Tout le monde me déteste. Mon père ne veut même plus me regarder. Mes amis m'ont abandonné. Je suis exactement là où tu étais, sauf que c'est pire parce que tout le monde sait que je le mérite. » « Tu méritais des conséquences, » dit Sloane honnêtement. « Ce que tu m'as fait à Callum, à je ne sais combien d'autres personnes au fil des ans, c'était cruel et mal. Tu as blessé des gens parce que tu le pouvais, et tu n'as jamais pensé à ce que cette blessure ressentait de l'autre côté. Je sais. » Il le dit doucement, sans la regarder. « J'ai eu beaucoup de temps pour y penser. Ma psy me fait y penser constamment. Pourquoi je l'ai fait, ce que j'essayais de prouver, comment je me le justifiais. » Il la regarda enfin dans les yeux. « Je suis désolé. Pour ce que ça vaut. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. » Sloane étudia son visage, cherchant des signes de manipulation ou de manque de sincérité. Elle n'en trouva aucun. Ce qu'elle vit, c'était quelqu'un de sincèrement malheureux,
quelqu'un qui avait été brisé et qui essayait de comprendre comment se reconstruire. « J'accepte tes excuses, dit-elle, mais les accepter ne signifie pas que je te fais confiance, ou que nous sommes amis maintenant, ou que tout va bien. Cela signifie simplement que je reconnais que tu prends la responsabilité de tes actes. C'est un début, mais ce n'est qu'un début. Je sais. » Bridger poussa sa nourriture dans son assiette sans la manger. « Je peux te demander quelque chose ? Cette clé de bras que tu m'as faite à la cantine, tu aurais pu vraiment me blesser, tu aurais pu me casser le bras. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? » « Parce que ce n'est pas qui je veux être, » dit simplement Sloane. « Mon père m'a appris les arts martiaux, mais il m'a aussi appris que la violence devait être un dernier recours, et que lorsqu'elle est nécessaire, on utilise la force minimale requise. Te blesser plus que nécessaire n'aurait rien résolu. Ça m'aurait juste rendu comme toi. Je t'aurais fait mal, admit Bridger, si j'avais pu. Sur le parking, je voulais tellement te faire mal. Je voulais te faire ressentir l'humiliation que j'ai ressentie. C'est malade, n'est-ce pas? C'est moi qui ai tout commencé, mais j'étais en colère contre toi parce que tu t'es défendu. C'est humain, corrigea Sloane. Pas bien, mais humain. La plupart des gens ne gèrent pas bien la défaite. Tu n'es pas unique en cela. Ils restèrent assis en silence un moment. Autour d'eux, la cantine bourdonnait de conversations, mais personne ne s'approcha de leur table. Tout le monde regardait, curieux de ce qui se passait, mais ne voulant pas s'impliquer. « Et maintenant ?» demanda Bridger. « Est-ce que je reste comme ça pour toujours? Le gars que tout le monde évite? L'exemple à ne pas suivre? » « Ça dépend de toi, » dit Sloane. « Tu peux rester amer et en colère et continuer à te définir par tes pires moments, ou tu peux vraiment changer. Pas seulement agir différemment parce que tu as peur des conséquences, mais devenir vraiment quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur. Comment je fais ça? Je ne sais pas, je ne suis ni psy ni coach de vie, mais je commencerai par être sincèrement gentil avec quelqu'un qui ne s'y attend pas de ta part. Pas pour le crédit ou les louanges, juste parce que c'est la bonne chose à faire, puis recommence. Et encore. Finalement, peut-être que ça deviendra qui tu es au lieu de juste quelque chose que tu fais. » Bridger hocha lentement la tête, digérant l'information. « Merci. De m'avoir parlé. Tu n'étais pas obligé. »« Non, je n'étais pas obligé, » acquiesça Sloane. Elle se leva. « Mais je voulais que tu comprennes quelque chose. Je ne te déteste pas, Bridger. Je ne pense plus beaucoup à toi du tout. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, et tu n'en auras plus jamais. Voilà à quoi ressemble la vraie force. Pas à dominer les gens, mais à être libre du besoin de dominer, ou d'être dominé. » Elle s'éloigna, le laissant assis seul. Elle ne savait pas si leur conversation ferait une différence. Peut-être que Bridger changerait, peut-être pas. Ce n'était pas sa responsabilité. Sa responsabilité était envers elle-même, de continuer à être la personne que son père l'avait élevée pour être, forte mais pas cruelle, capable mais pas violente, confiante mais pas arrogante. Alors que les vacances de Noël approchaient, Sloane se surprit à avoir hâte de retourner à Lincoln en janvier. Callum était devenu son ami le plus proche, quelqu'un en qui elle pouvait avoir une confiance absolue. Leur table à la cantine s'était agrandie pour inclure Darcy et plusieurs autres, créant une petite communauté d'élèves qui avait été en marge, mais s'était trouvée. Les professeurs la reconnaissaient maintenant, non seulement comme un nom sur une liste, mais comme une personne. Elle marchait dans les couloirs sans peur, sans la vigilance constante qui l'avait épuisée pendant des mois. Le dernier jour avant les vacances, Callum la rattrapa après le dernier cours. « Hé, je voulais te demander quelque chose. »« D'accord, » dit Sloane, curieuse de son ton nerveux. « Il y a une exposition d'art en ville la semaine prochaine, des œuvres d'élèves de différents lycées. Certaines de mes pièces y sont. Tu voudrais venir avec moi, genre un rendez-vous amoureux ?» Sloane sentit son cœur s'accélérer, mais dans le bon sens cette fois. Elle avait développé des sentiments pour Callum au cours des dernières semaines, la façon dont il la faisait rire, sa force tranquille, la gentillesse sincère qu'il montrait à tout le monde.
mais elle avait été trop concentrée sur la survie pour penser à la romance. « Oui, dit-elle en souriant. J'aimerais bien. » Son visage s'illumina. « Vraiment? D'accord, bien. Super. Je t'enverrai les détails par SMS. » Il commença à s'éloigner, puis se retourna. « Au fait, je sais que je l'ai déjà dit, mais merci. Pour tout. Pour avoir tenu tête à Bridger, pour m'avoir montré à quoi ressemble vraiment le courage. Tu as changé les choses ici. Pas seulement pour toi, mais pour beaucoup de gens. » « On a changé les choses, » corrigea Sloane. « Tu t'es tenu à mes côtés quand ça comptait. Ça aussi, ça demandait du courage. » Ils se séparèrent, Sloane se dirigeant vers son casier pour récupérer ses affaires pour les vacances. Alors qu'elle traversait les couloirs une dernière fois avant les vacances, elle passa devant l'endroit où Bridger avait fait tomber ses livres pour la première fois. Elle se souvint à quel point elle s'était sentie petite à ce moment-là, à quel point elle était terrifiée et seule. Elle ne se sentait plus petite. Elle se sentait exactement à sa taille, assez forte pour se défendre, assez confiante pour prendre sa place, et assez sage pour savoir que la vraie force ne consistait pas à dominer les autres. C'était d'être libre, d'être authentique, de ne pas avoir peur de prendre sa place dans le monde. Sur le parking, elle vit un élève plus jeune, peut-être un élève de seconde, se faire importuner par un groupe d'élèves plus âgés. Il n'était pas violent, juste intimidant, mettant le jeune mal à l'aise. La même chose qui lui était arrivée. Elle s'approcha. « Il y a un problème ici ?» demanda-t-elle, sa voix calme, mais pleine d'autorité. Les élèves plus âgés la regardèrent, la reconnaissance se lisant sur leur visage. Ils savaient qui elle était, connaissaient son histoire. Sans un mot, ils se dispersèrent, ne voulant pas tester si elle interviendrait pour quelqu'un d'autre. L'élève de seconde la regarda avec des yeux reconnaissants et soulagés. « Merci. Tiens-toi droit, » conseilla Sloane. « Regarde les gens dans les yeux. Ne te fais pas petit pour mettre les autres à l'aise. Tu as autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. » Le jeune hocha la tête, redressant expérimentalement ses épaules. Sloane put voir le moment où il décida de la croire, où il choisit de prendre sa place, au lieu de se recroqueviller. Elle se dirigea vers sa voiture, en ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis avant la mort de son père, l'espoir. Pas un espoir naïf, que tout serait parfait, mais un espoir réaliste qu'elle pourrait gérer tout ce qui se présenterait. Elle avait survécu au fait d'être ciblée et isolée. Elle avait trouvé la force de se défendre sans perdre son humanité. Elle s'était fait de vrais amis et était devenue quelqu'un vers qui les autres se tournaient pour obtenir des conseils. Plus que ça, elle avait honoré la véritable volonté de son père, non pas la lettre de sa dernière volonté, mais son esprit. Il n'avait pas voulu qu'elle soit impuissante. Il avait voulu qu'elle ne devienne pas quelqu'un qui utilise la violence en premier recours, qui laisse ses compétences la rendre arrogante ou cruelle. Elle s'était défendue quand c'était nécessaire, mais elle avait aussi fait preuve de pitié quand elle aurait pu causer de réels dommages. Elle avait prouvé à Bridger et à tout le monde que la force n'exigeait pas la cruauté. Alors qu'elle rentrait chez elle, le soleil du Colorado se couchant dans son rétroviseur, Sloane pensa à la fille qu'elle avait été en septembre, terrifiée, isolée, cachant tout ce qui la rendait forte. Cette fille avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui connaissait sa propre valeur, qui comprenait qu'être puissant ne signifiait pas être agressif, et qui avait appris que le plus difficile quand on est fort, ce n'est pas de vaincre ses ennemis, c'est de choisir de ne pas devenir comme eux. Quand l'école reprit en janvier, Sloane franchit les portes du lycée Lincoln, la tête haute. L'histoire de ce qui s'était passé à l'automne était devenue une partie du folklore du lycée, mais elle n'était plus définie par cela. Elle était juste Sloane, une élève, une amie, quelqu'un qui avait appris qu'on pouvait être fort sans être cruel, courageux sans être imprudent, et que parfois, la chose la plus puissante qu'on puisse faire était de choisir la pitié plutôt que la vengeance. L'incident de la cantine dont tout le monde se souvenait, Bridger lui jetant de la nourriture dessus, était devenu un tournant non seulement pour elle, mais pour toute la culture du lycée.
Dans les semaines qui suivirent la confrontation sur le parking, l'administration avait enfin mis en place de vraies mesures contre le harcèlement, non pas parce qu'ils avaient soudainement trouvé leur conscience, mais parce que les parents et les élèves avaient exigé un changement. Il y avait maintenant des conséquences pour le harcèlement. Les professeurs étaient tenus de signaler les incidents. Les élèves avaient des moyens anonymes de demander de l'aide. Ce n'était pas parfait. La politique et la cruauté du lycée ne disparurent pas du jour au lendemain. Mais c'était mieux. Et chaque fois que Sloane voyait un élève se défendre ou était témoin de quelqu'un intervenant en voyant du harcèlement, elle ressentait une satisfaction tranquille en sachant qu'elle avait joué un petit rôle dans la création de ce changement. Sa relation avec Callum s'approfondit au cours des mois d'hiver. Leur premier rendez-vous à l'exposition d'art avait été maladroit et doux, tous deux nerveux et ne sachant pas comment passer d'amis à quelque chose de plus. Mais ils trouvèrent leur chemin progressivement, naturellement, construisant quelque chose d'authentique basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Callum la comprenait d'une manière que les autres ne comprenaient pas. Il avait vécu sa propre version de ce qu'elle avait vécu, et il ne la poussait jamais à être quelqu'un qu'elle n'était pas. Un samedi de fin janvier, ils étaient chez lui, assis dans son atelier au sous-sol où il peignait. Elle faisait ses devoirs, pendant qu'il travaillait sur une nouvelle pièce, à l'aise dans le silence ponctué par la musique de ses enceintes et le grattement de son crayon sur le papier. « Je peux te demander quelque chose ?» dit soudain Callum en posant son pinceau. « Bien sûr. Est-ce que tu le regrettes, d'avoir rompu ta promesse à ton père ?» Sloane leva les yeux de ses devoirs de maths, considérant sérieusement la question. « Parfois, admit-elle. Je pense beaucoup à ce moment dans la cantine. Le moment où j'aurais pu continuer à encaisser, où j'aurais pu partir couverte de nourriture et humiliée, et j'ai choisi de ne pas le faire. Une partie de moi se demande s'il y avait un autre chemin, quelque chose que je ne vois pas. Mais, l'incita Callum, sentant qu'il y avait plus, mais je pense aussi que mon père comprendrait. La promesse que j'ai faite était basée sur sa peur que je devienne violente et agressive, que j'utilise mes compétences pour blesser les gens sans raison valable. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je me suis défendu, ainsi que mon ami, en utilisant la force minimale nécessaire. J'ai fait preuve de pitié quand j'aurais pu causer de réels dommages. Je pense que s'il pouvait voir comment tout s'est déroulé, il serait d'accord, peut-être même fier. Je pense qu'il le serait aussi, dit Callum doucement. Tu as géré quelque chose qui aurait brisé la plupart des gens. Et tu l'as fait sans devenir ce que tu combattais. Ça demande une vraie force. En février, quelque chose d'inattendu se produisit. Bridger l'approcha dans le couloir après les cours, son expression nerveuse. « On peut parler ?» demanda-t-il. « Juste une minute. » Sloane jeta un coup d'œil à Callum, qui attendait à proximité. Callum hocha légèrement la tête. « Vas-y, je suis juste là. » Elle suivit Bridger dans un coin tranquille près des vitrines à trophées qui exposaient les réussites sportives de Lincoln, son nom figurant encore sur plusieurs plaques de football américain de la saison précédente. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, pas méchamment, mais pas chaleureusement non plus. « Je voulais que tu saches que j'ai fait le travail, » dit Bridger, « la thérapie, la réflexion, tout ça. Et je voulais te dire ce que j'ai compris. Tu n'es pas obligé de t'en soucier, mais je voulais le dire quand même. » « D'accord. Je t'ai harcelé parce que tu me rappelais tout ce que j'avais peur d'être. Tu étais nouvelle, seule, silencieuse, toutes les choses que je ne pouvais pas me permettre d'être dans mon monde. Mon père a des attentes impossibles. Je dois être le meilleur en tout, le plus fort, le plus respecté. Toute faiblesse est inacceptable. » Il déglutit difficilement. « Quand je t'ai vu être à l'aise en étant silencieuse et seule, ça m'a menacé. Tu ne jouais pas le jeu qu'on m'avait appris comme étant le seul moyen de survivre. Alors j'ai essayé de te punir pour ça. » « C'est très lucide, » dit Sloane prudemment. « Ma psy m'a aidé à le voir. Elle m'a aussi aidé à voir que les attentes de mon père sont toxiques
et que je me suis fait du mal en essayant de les satisfaire, et que j'ai blessé les autres au passage. Il la regarda directement. Je sais que tu ne me pardonnes pas. Je sais qu'on ne sera jamais amis. Mais je voulais que tu saches que j'essaie vraiment de changer. Pas seulement de faire semblant pour éviter les conséquences. J'essaie d'être meilleur. Bien, dit Sloane. Continue d'essayer. Chaque jour, c'est tout ce que n'importe qui peut faire. Il hocha la tête et s'éloigna. Sloane resta là un moment, pensant à la transformation, aux secondes chances et à la complexité des êtres humains. Bridger avait été son tortionnaire, la source de mois de misère. Mais il était aussi un adolescent façonné par des influences toxiques, capable de grandir s'il le choisissait. Les deux choses pouvaient être vraies simultanément. Alors que l'hiver cédait la place au printemps, l'intensité du semestre d'automne s'estompa pour devenir quelque chose de plus gérable. L'histoire de Sloane devint juste une histoire parmi d'autres dans la vie quotidienne du lycée Lincoln. De nouveaux drames émergèrent, de nouveaux conflits, de nouvelles amitiés. Elle n'était plus le centre de l'attention, ce qui lui convenait parfaitement. Elle et Callum passaient la plupart de leur temps libre ensemble maintenant, avec Darcy et le petit groupe qui s'était formé autour de leur table de cantine. Ils organisaient des soirées ciné, des sessions de révision et de longues conversations sur tout et rien. Pour la première fois depuis son déménagement au Colorado, Sloane sentait qu'elle avait une vraie communauté, des gens qui se souciaient d'elle pour elle-même et non parce qu'elle avait fait quelque chose de dramatique. Elle recommença même à s'entraîner, pas dans une salle formelle, elle n'était pas encore prête pour ça, mais dans son appartement, répétant des exercices et des techniques dans le peu d'espace disponible. C'était bon de renouer avec cette partie d'elle-même, d'honorer l'héritage de son père d'une manière qui n'exigeait pas de le cacher. Un soir d'avril, sa mère la trouva en train de répéter une séquence de mouvements dans le salon. « Tu t'entraînes de nouveau », observa sa mère. « Ouais. » Sloane s'arrêta, sa respiration légèrement accélérée. « J'ai réalisé que j'honorais le souhait de papa en ne m'entraînant pas. Mais je perdais aussi quelque chose d'important pour moi. Je pense qu'il y a un équilibre. Je peux conserver mes compétences sans devenir quelqu'un qui cherche la bagarre. Ça fait juste partie de qui je suis. Sa mère sourit. Il serait d'accord. Ton père n'a jamais voulu que tu sois faible ou impuissante. Il ne voulait juste pas que tu deviennes quelqu'un dont le premier instinct était la violence. Je pense que tu as prouvé que tu n'es pas cette personne. L'année scolaire touchait à sa fin. Les examens de fin d'année approchaient, les élèves commençaient à penser aux projets d'été et aux emplois du temps de l'année suivante. L'intensité de l'automne semblait lointaine maintenant, comme quelque chose qui était arrivé à des personnes différentes. Le dernier jour d'école, Sloane traversa le lycée Lincoln une dernière fois avant les vacances d'été. Elle passa devant l'endroit où Bridger l'avait importunée pour la première fois, le coin où elle s'était cachée, à la bibliothèque, la cantine où tout avait changé. Chaque lieu contenait maintenant des souvenirs, douloureux, certainement, mais aussi la preuve du chemin qu'elle avait parcouru. Au casier, elle trouva un mot scotché au sien. L'écriture était inconnue, mais le message était clair. « Merci de nous avoir montré ce qu'est le courage. Tu as rendu cet endroit meilleur. » Il était signé par une demi-douzaine d'élèves qu'elle connaissait à peine, des gens qui avaient été témoins de ce qui s'était passé et en avaient tiré quelque chose. Elle plia le mot soigneusement et le mit dans son sac à dos. Il ne s'agissait pas d'elle en tant qu'héroïne ou combattante ou quoi que ce soit de dramatique. Il s'agissait du simple fait qu'une personne qui se défend pouvait faire une différence, pouvait donner aux autres la permission de se défendre aussi. C'était la vraie leçon, celle qui comptait plus que n'importe quelle technique d'arts martiaux. Callum la rejoignit sur le parking, là où des mois auparavant, elle s'était défendue pour la deuxième fois. Maintenant, ce n'était plus qu'un parking, plein d'élèves célébrant la fin de l'année scolaire, faisant des projets, riant, normal, paisible. « Prête pour l'été » demanda-t-il en lui prenant la main. « Plus que prête.
Elle lui sourit. Qu'est-ce que tu veux faire en premier? Tout. Il sourit. On a 3 mois de liberté. On devrait tout faire. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, passant devant des groupes d'élèves en fête, Sloane sentit quelque chose s'apaiser en elle. Un sentiment d'accomplissement, d'avoir survécu à quelque chose de difficile et d'en être sortie meilleure. Elle était arrivée au lycée Lincoln en étant petite et effrayée, essayant désespérément d'être invisible. Elle en repartait confiante, connectée et sans peur. Plus important encore, elle avait appris la leçon que son père avait essayé de lui enseigner depuis le début. La vraie force ne consistait pas à être capable de blesser les gens. C'était d'être capable de se protéger sans perdre son humanité. C'était de choisir la pitié plutôt que la vengeance, la compréhension plutôt que la haine, la croissance plutôt que la stagnation. L'avenir était incertain. L'année suivante apporterait de nouveaux défis, de nouveaux obstacles, de nouveaux conflits à gérer. Mais Sloane savait maintenant qu'elle pourrait gérer tout ce qui se présenterait. Elle avait affronté ses peurs et découvert qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait cru, non pas à cause de ses compétences en arts martiaux, mais à cause de la personne qu'elle avait choisi d'être lorsqu'elle avait été mise à l'épreuve. Alors que Callum les éloignait de Lincoln, le lycée rapetissant dans le rétroviseur, Sloane pensa à la fille qu'elle avait été en septembre et sourit. Cette fille avait été si sûre qu'être petite, silencieuse et invisible était le chemin vers la sécurité. Elle avait eu tort. La sécurité venait du fait d'être pleinement soi-même, de refuser de se laisser définir par les autres, de se défendre quand c'était important, et parfois, avait-elle appris, la chose la plus forte que l'on puisse faire n'était pas de terminer le combat. La confrontation de la cantine dont tout le monde se souvenait ne s'était pas terminée par sa destruction de Bridger, bien qu'elle aurait pu. Elle s'était terminée par sa retenue, démontrant qu'elle était assez puissante pour se défendre, mais assez sage pour savoir quand s'arrêter. Cette retenue avait été plus dévastatrice pour l'image de Bridger que n'importe quelle violence n'aurait pu l'être, et elle avait prouvé à tous ceux qui regardaient qu'elle était meilleure que son tortionnaire. L'été s'étendait devant elle, plein de possibilités. Sloane Whittaker avait survécu à sa première année au lycée Lincoln. Plus que survécu, elle l'avait transformée et s'était transformée elle-même dans le processus. Et alors qu'elle attendait avec impatience de revenir à l'automne, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Elle était sincèrement impatiente de voir ce qui allait suivre, parce qu'elle savait maintenant de quoi elle était capable. Pas seulement les compétences physiques que son père lui avait enseignées, mais le courage moral de les utiliser avec sagesse, la force de faire preuve de pitié et la sagesse de comprendre qu'être puissant ne signifiait pas être cruel. Elle l'avait appris à la dure, à travers des mois de souffrance et une série de moments où elle avait dû choisir qui elle voulait être. Elle avait bien choisi, et ce choix avait tout changé.